Vous savez ce qui est pire que d'être oublié par votre famille? Être rappelé juste assez pour servir les boissons. C'était le 40e anniversaire de mariage de mes parents. Un banquet dans le jardin, des guirlandes lumineuses louées, et une playlist qui criait « On a atteint notre apogée dans les années 80 ». Tout le monde était là, cousins, beaux-parents, même ce voisin flippant qui continue de m'appeler le petit alors que j'ai 33 ans et que je paie ma propre assurance maladie. Et moi? J'étais dans un coin à remplir des pichets de sangria, comme une stagiaire non rémunérée à une fête à laquelle je n'avais pas RSVP. Je m'appelle David, mouton noir par le sang, paillasson par défaut. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai joué le rôle de l'assistant. Tu sais, David, tu pourrais aller chercher plus de glace, ou David, prends la photo de groupe, tu es bon avec les téléphones. Dieu nous préserve que quelqu'un me demande comment va ma vie. Alors, quand mes parents ont réuni tout le monde pour un toast, je m'attendais à un autre tour de réminiscences mielleuses et de rires forcés. Mais ce qui a suivi était autre chose. Maman s'est levée, verre levé, perle parfaitement assortie à son botox. Avant de clore cette belle soirée, nous avons une surprise. Papa a renchéri, nous emmenons toute la famille à Hawaï la semaine prochaine. Une deuxième célébration, juste nous et les personnes qui ont rendu nos vies spéciales. Soupir. Acclamation. Quelqu'un a crié « Aloha, bébé ». Et moi? J'ai cligné des yeux, j'ai attendu. Peut-être qu'ils ont juste oublié de me le dire plus tôt. Pas grave. Alors, j'ai demandé, sincèrement confus, à quelle heure est le départ? Papa n'a même pas sourcillé. Tu ne sais pas parce que tu ne fais pas partie de nous. Silence. Ma colonne vertébrale s'est transformée en glace. Puis il a ajouté avec désinvolture, comme s'il ne faisait pas exploser une bombe sous ma cage thoracique, tu peux rester derrière, surveiller les enfants. Il faut bien que quelqu'un soit utile. Utile, comme une tondeuse à gazon ou un générateur de secours. Le rire qui a suivi n'était pas fort, mais il suffisait. Une cousine a gloussé dans son vin. Mon oncle a murmuré quelque chose derrière sa main. Ma sœur, l'enfant chéri de la famille, a ricané et a dit « David classique, toujours en retard sur le mémo ». Et à ce moment-là, entouré de lumières scintillantes et de flûtes à champagne et du parfum persistant de cocktails de crevettes, quelque chose en moi s'est brisé. Pas bruyamment, pas dans un éclat de fureur ou une sortie dramatique, juste un craquement silencieux, comme une branche sous un poids trop lourd. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. J'ai juste posé le plateau de boissons, me suis retourné et suis sorti par la porte d'entrée. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a demandé où j'allais. Parce que je ne faisais pas partie d'eux. Vous vous souvenez? Bien. Parce que j'étais sur le point de devenir quelque chose qu'ils ne verraient jamais venir. Avez-vous déjà conduit la nuit sans destination? C'était moi, 1 heure après la fête. Juste moi, ma Corolla crapaud au déglingué, et une playlist dont je ne me souvenais pas avoir fait la queue, surtout des chansons indie tristes qui semblaient avoir été écrites par des gens dont les pères se présentaient réellement au match de baseball. Je n'ai pas pleuré. Non pas parce que je n'étais pas blessé, je l'étais profondément. Mais j'avais épuisé mes larmes pour ces gens il y a des années. On ne peut arroser des plantes mortes que pendant un certain temps avant de se rendre compte qu'elles sont juste en plastique. Au lieu de cela, je me suis arrêté dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24, me suis assis dans une cabine sous des néons clignotants et j'ai commandé des crêpes que je n'ai pas mangées. Mon téléphone a vibré une fois, un SMS de Sophie, ma sœur aînée, et la seule dans tout ce cirque génétique qui m'ait jamais traité comme un être humain. Il disait, je ne savais pas. Je suis désolé. Appelle-moi. Je ne l'ai pas fait, pas encore. J'essayais toujours de comprendre comment mon père, un homme qui m'a un jour demandé de déboucher ses toilettes le matin de Noël, venait de dire à une foule de proches que je ne faisais pas partie d'eux. J'ai quitté le restaurant quand la serveuse a commencé à balayer près de ma cabine, comme si elle essayait de m'exorciser de là. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé un sac de sport et j'ai regardé ma chambre pendant longtemps. Ce n'était pas grand-chose, un matelas sur le sol, un bureau qui servait de table à dîner et un placard plein de vêtements que personne n'a jamais complimentés. Mais c'était mon espace, ma minuscule forteresse tragique. Maintenant, c'était une tombe. J'y ai entassé l'essentiel, des vêtements, des articles de toilette, mon carnet de croquis et un appareil photo que je n'avais pas touché depuis des années. Puis je suis sorti, j'ai laissé une note sur le réfrigérateur qui disait « Ne vous inquiétez pas, je serai utile ailleurs ». J'ai pris la route au lever du soleil.
Pas d'au revoir, pas d'adresse de redirection, même pas un mot pour Sophie. Je me suis dit que si elle se souciait vraiment de moi, elle me recontacterait. Mais pour l'instant, j'avais besoin de disparaître. J'avais économisé juste assez grâce à mon travail de barista et aux piges que j'avais discrètement accumulées au fil des ans pour me permettre de flotter pendant quelques semaines. Pas grand-chose, mais juste assez pour échapper à la chambre d'écho des drames familiaux et des trahisons de champagne dans le jardin. La ville côtière que j'ai choisie n'était pas glamour. On ne pouvait même pas la trouver sur Google sans ajouter le taux de criminalité et est-il sûr de marcher la nuit. Mais c'était loin. Il y avait l'air de l'océan. Et surtout, personne là-bas ne me connaissait comme la figuration dans la vie de ma propre famille. La première chambre que j'ai trouvée était annoncée comme un loft confortable au-dessus d'un bar. Confortable était généreux. C'était essentiellement un placard de rangement réaménagé avec vue sur 2 bennes à ordures et un type bourré qui jouait de l'harmonica à 3 heures du matin. Mais c'était à moi. Il avait une serrure et la liberté. Lors de ma première nuit là-bas, je me suis allongé sur un matelas grinçant en écoutant les basses qui tapaient d'en bas et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le silence. Pas d'exigence de frères et sœurs, pas de père qui piétinait dans le couloir en demandant qui avait laissé des miettes sur le comptoir, pas de mère qui tapait à ma porte avec l'agressivité passive d'une méchante de sitcom. Juste moi. Je n'ai pas bien dormi, mais j'ai dormi honnêtement. Et c'était suffisant. Le lendemain matin, je suis descendu dans la rue à la recherche d'un emploi, j'ai trouvé un minuscule café appelé Drip & Grain. Il y avait des menus sur tableau noir, des options d'espresso prétentieuses et un gérant qui avait l'air de ne pas avoir souri depuis l'an 2000. J'ai demandé s'ils embauchaient. Il m'a regardé de haut en bas et a dit, « Pouvez-vous faire mousser du lait sans mousser comme un bambin qui éternue dedans ?» J'ai répondu, « Je ne promets rien, mais j'ai de l'expérience et de la déception. » Il m'a embauché sur le champ. Et c'est ainsi que ma nouvelle vie a commencé. Pas avec un bang, pas avec un montage digne de TikTok, mais avec une machine à espresso qui fonctionnait à peine et un tablier de barista qui sentait le lait d'avoine et le regret. Et vous savez quoi? C'était parfait. Pas parce que c'était facile, mais parce que pour la première fois, chaque contusion était à moi de la gagner. Le café était un garage converti avec de la personnalité. Et par personnalité, je veux dire que la machine à espresso sonnait comme si elle avait de l'asthme, les pâtisseries étaient probablement introduites en contrebande depuis une station-service, et la musique alternait entre du jazz et lofi et le son d'une chèvre qui criait. Mais ça payait, à peine. Et ça venait avec un seul avantage, Sheila. Sheila était la responsable du service du matin, la reine du sarcasme et propriétaire d'au moins 6 anneaux de nez. J'ai perdu le compte après la 2e semaine. Elle avait des cheveux comme un déversement de peinture et un rire qui faisait donner plus de pourboire aux clients, ne serait-ce que pour que ça s'arrête. Elle portait également des chemises avec des messages comme « Le café est mon mécanisme d'adaptation et ne me parlez pas tant que je ne suis pas mort à l'intérieur ». On s'est tout de suite bien entendu. Sheila savait. Elle a demandé lors de mon premier jour, en regardant mes baskets de friperie et mon expression de biche prise dans les phares, « Est-ce que c'est si évident ? Seulement parce que tu ressembles à un étudiant anglais triste qui s'est égaré dans la mauvaise chronolo. » GIE. Assez juste. Sheila ne s'est pas montrée curieuse. Elle n'était pas de ces gens qui vous harcelaient pour connaître votre « Pourquoi êtes-vous ici » l'histoire larmoyante. Elle m'a juste montré comment utiliser la caisse enregistreuse, comment jurer contre la machine à espresso quand elle se bloquait, et comment gérer les habitués comme double shot Derek qui laissait un pourboire sous forme de coupon expiré et appelait tout le monde champion. Les jours se sont estompés les uns dans les autres. Je me réveillais au son des bagarres de bar en dessous de ma chambre, je travaillais 6 heures en versant de la caféine hors de prix dans des tasses avec des noms mal orthographiés, et je m'écroulais dans mon lit en sentant le sirop de vanille et l'espoir brûler. Mais bizarrement, j'allais bien. Plus que bien. Je ne jouais pas pour qui que ce soit. Pas de sourire pour les réunions de tante Linda, pas d'obligation familiale faire semblant d'être utile. Juste moi, un moulin à café cassé et Sheila qui criait « David, tu peux s'il te plaît ne pas faire mousser le lait d'amande comme s'il te devait de l'argent ?» C'était désordonné. C'était réel. Et je ne m'étais pas senti aussi ancré depuis des années. Environ 3 semaines plus tard, je suis entré dans un prêteur sur gage lors de mon jour de congé. Je ne cherchais rien, surtout à tuer le temps et à espérer éviter les interactions humaines. Mais alors, je l'ai vu, un appareil photo Nikon déglingué assis dans une vitrine poussiéreuse, comme un orphelin attendant d'être adopté. Je l'ai regardé pendant 10 bonnes minutes. Voyez-vous, dans le bon vieux temps,
alias le lycée, j'étais ce gamin avec l'appareil photo. Club de l'annuaire, journal de l'école. J'ai même gagné la 2e place à un concours de photo local une fois. Papa a dit que c'était un bon passe-temps, puis il m'a dit d'acquérir une vraie compétence. Finalement, j'ai complètement arrêté de prendre des photos. Mais maintenant, debout dans ce prêteur sur gage avec 20 $ à mon nom et l'envie de créer quelque chose qui n'était pas un cappuccino, je l'ai acheté. Il était livré avec une lentille rayée, une batterie à moitié morte et aucune instruction. Mais c'était à moi. J'ai passé les jours suivants à prendre des photos de dockers, de chats de gouttière, de trottoirs pluvieux et d'enseignes de restaurants aux néons brillants comme des fantômes. Rien de soigné, rien d'organisé, juste des moments. Au café, Sheila a remarqué. « Tu prends des photos artistiques maintenant ?» a-t-elle demandé, en regardant par-dessus mon épaule pendant une pause cigarette. J'ai haussé les épaules. Ça m'aide à respirer. Elle a allumé une cigarette et a expiré lentement. C'est mieux que la thérapie. Moins cher aussi. Les choses étaient toujours difficiles. Je mangeais trop de nouilles instantanées. Mon propriétaire n'arrêtait pas d'oublier de réparer le chauffage. Je portais les 3 mêmes chemises en rotation, comme si je jouais dans ma propre sitcom personnelle intitulée à peine fonctionnelle, Les années David. Mais je vivais de manière authentique, sans m'excuser. Et pour une fois, personne n'exigeait que je fasse du babysitting, que j'aille chercher des chaises ou que je sois le personnage de fond dans leurs vacances de rêve à Hawaï. Puis, un soir, au moment où je fermais le café, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Sophie. Et, j'ai découvert ce qui s'est passé à la fête. Je suis tellement désolé. Est-ce qu'on peut parler? J'ai regardé le message pendant 5 bonnes minutes. Une partie de moi voulait jeter le téléphone dans l'évier industriel à café. Une autre partie se souvenait que Sophie avait toujours été différente. Elle ne riait pas quand papa faisait des blagues à mes dépens. Une fois, elle m'a donné en douce des gâteaux supplémentaires après que mon anniversaire ait été accidentellement oublié pendant le week-end de remise des diplômes de Daniel. Mais quand même, je n'étais pas sûr. Alors, j'ai fait ce que ferait tout homme émotionnellement indisponible avec des problèmes de confiance, je l'ai laissé en plan. Ensuite, j'ai commencé à publier la première photo qui m'a vraiment fait m'arrêter et regarder, un filet de pêche cassé emmêlé sur un poteau de quai rouillé, le soleil qui s'infiltrait à travers comme du sang en or. Je ne savais pas ce qui m'avait poussé à prendre cette photo, mais quand je l'ai regardée plus tard, vraiment regardée, quelque chose s'est agité, comme un message de moi-même que je ne réalisais pas avoir envoyé. Cette photo a tout déclenché. J'ai commencé à emporter le Nikon partout, même au travail. Les clients pensaient que je prenais des photos pour un blog local. Un type m'a offert 50 $ pour une impression de son chien. J'ai tellement ri que j'ai failli m'étouffer avec mon croissant. Mais j'ai quand même imprimé la photo du chien. Première vente. Je l'ai encadré sur mon mur comme un diplôme. Pendant ce temps, ma pellicule numérique a grossi. De vieux pêcheurs avec des histoires gravées sur leur visage, des tout petits nourrissants des pigeons avec des poings émiettés, la façon dont le brouillard étreignait la promenade à 6 heures du matin. Je ne documentais pas seulement la ville. Je pelais sa peau et la mienne. Sheila a commencé à m'accompagner lors de promenades photographiques. Celle-ci me fait paraître artistique et sans emploi, disait-elle, en prenant des poses ridicules sur des escaliers fissurés. Tu es au chômage. Exactement. Image de marque authentique. Les soirées sont devenues des rituels silencieux. Télécharger. Modifier. Répéter. J'apprenais Lightroom comme si ma vie en dépendait. Peut-être que c'était le cas. Quand on a passé des années à être invisible, il y a quelque chose d'addictif à capturer un monde qui vous voit réellement en retour. Puis, un jeudi soir, j'ai ouvert Instagram et j'ai vu une demande de DM de Sophie. Juste son nom à l'écran a fait se serrer ma poitrine. Je l'ai touché. Je suis ta page de photographie. Ton travail est magnifique, David, vraiment. J'aurais aimé te contacter plus tôt. Est-ce qu'on peut parler s'il te plaît? Tu me manques. Ce n'était pas culpabilisant, pas comme maman l'aurait écrit. Cela semblait sincère, ce qui, bien sûr, rendait la chose suspecte. Quand même, j'ai répondu « merci ». Je suis en train de comprendre les choses. J'avais besoin d'espace. Sa réponse est venue rapidement. Je comprends. Mais quand tu seras prêt, je serai là. J'ai regardé ce message plus longtemps que je ne veux l'admettre. Une partie de moi voulait le supprimer, la bloquer,
disparaître à nouveau. Mais l'autre partie, la petite partie humaine fragile, se souvenait de la façon dont elle m'avait un jour donné toute son allocation pour acheter une guitare d'occasion à l'époque où papa me disait que les instruments étaient des machines à bruit pour les enfants avec des illusions. Alors, je l'ai laissé là. Pas ignoré, pas accepté, juste en attente. Le lendemain, mon téléphone a sonné. Pas Sophie. Papa. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale parce que j'ai lu assez de romans d'horreur pour savoir que quand le diable commence à appeler, on ne décroche pas. Plus tard, la curiosité a gagné. J'ai appuyé sur play. David, c'est ton père. Je voulais juste dire que si tu as fini de bouder, on pourrait avoir besoin d'un coup de main la semaine prochaine. Ta tante surveille les jumeaux, mais on aura besoin d'aide avec les autres enfants pendant le voyage à Hawaï. Sois utile pour une fois. Fais-moi savoir. Pas de B, comment vas-tu? Pas de tu nous manques. Juste une RSVP à la servitude sous contrat. J'ai regardé l'écran avec incrédulité. Mon cerveau a fait un court-circuit entre la fureur et le rire. J'avais envie de rappeler et de crier. Mais au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS de 2 mots, non disponible. Rien de plus. Pas d'explication, pas de pont construit pour qu'il les brûle plus tard. Alors que je fermais le café ce soir-là, Sheila m'a surpris en train de regarder mon téléphone comme s'il avait maudit ma famille. Ça va? Mon père veut que je fasse du babysitting pendant qu'il s'envole pour Hawaï. Elle a reniflé. Waouh! Est-ce que c'est comme une suite spirituelle de Cendrillon, ou juste de bonnes vieilles vibrations familiales toxiques? Quelque part entre un feuilleton et une étude de cas psychiatrique. Elle m'a tapoté l'épaule avec une fausse sympathie. Tu devrais leur facturer une pension alimentaire rétroactive pour le travail émotionnel. J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des semaines. Ce soir-là, j'ai marché le long du rivage et j'ai trouvé une coque de bateau échouée. Quelqu'un avait écrit à la bombe dessus, tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Certains en ont juste fini d'être trouvés. J'ai pris la photo. Ce serait la première que je soumettrais à une galerie. Parce que, oui, j'en avais fini d'être trouvé. Papa a rappelé 2 jours plus tard. Cette fois, j'ai décroché. Pas parce que je voulais soudainement une réconciliation ou une clôture ou entendre sa voix, qui sonnait toujours comme un moteur de voiture essayant de ne pas mourir. Non, j'ai décroché parce que j'étais fatigué. Fatigué de prétendre que le silence était la paix. Fatigué de laisser leur absence se faire passer pour une permission. David, a-t-il dit, comme s'il venait de tondre la pelouse. J'ai laissé un message. Tu l'as eu? Oui. Pause. Eh bien? Non. Une autre pause, plus longue cette fois. Non à tout. Il a reniflé, comme quelqu'un légèrement incommodé par un barista lent. David, ne sois pas difficile. On part mercredi. Tes cousins seront débordés. Ce n'est pas si grave. Ça l'est pour moi. Tu prends ça personnellement. C'est personnel, ai-je rétorqué. Tu as dit à une salle pleine de gens que je ne faisais pas partie de cette famille. Tu as fait de moi la chute de ta fête de départ à la retraite à Hawaï. Alors, ouais, c'est personnel. Il a raillé. C'était une blague. Les gens ont ri. Les gens se sont moqués de moi. Tu leur as donné les cartes Q, arrête d'être si sensible. Voilà, le mantra familial. On pourrait aussi bien le faire imprimer sur un oreiller. Vous me traitez comme un employé, ai-je dit, la voix tremblante, seulement pire, parce qu'au moins les employés sont payés. Tu exagères. On a tellement fait pour toi au fil des ans. Cite une chose. Ça l'a fait taire. J'ai laissé le silence mijoter avant d'ajouter, tu sais quoi? Laisse tomber. Je n'appelle pas pour débattre de ma valeur avec quelqu'un qui pense que le babysitting est un langage d'amour. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Non, je pense que je suis enfin libéré de vous. Et puis, avec plus de grâce qu'il ne m'en a jamais montré, j'ai raccroché, bloqué le numéro, éteint mon téléphone, pris une grande inspiration et laissé ce moment mariner. Le calme étrange qui survient après qu'on a jeté une chaise à travers une fenêtre mentale qu'on a regardée pendant des années. Ce soir-là, j'ai posté une photo, une que j'ai prise des vagues qui s'écrasaient contre la jetée, les embruns attrapant la lumière du soleil comme du verre qui se brise en plein vol. La légende disait, parfois, la paix ne vient pas du fait d'être inclus. Elle vient du fait de s'éloigner. Le lendemain, Sheila m'a tendu un dépliant.
Exposition de galerie, a-t-elle dit, en le faisant glisser sur le comptoir comme s'il s'agissait d'un document classifié. Des photographes locaux acceptent les soumissions. Je t'ai déjà inscrit. J'ai cligné des yeux. Tu as fait quoi? Tu es bon, David. Arrête de faire semblant de ne pas l'être. Je travaille dans un café qui orthographie Lily avec 3 L, et maintenant tu vas montrer au monde que tu es plus que ça. Choisis 5 photos. Soumets-les d'ici vendredi, ou je le ferai pour toi, et crois-moi, je choisirai celle où tu ressembles à un pigeon hanté. Malgré mon anxiété, j'ai soumis les photos. 5 d'entre elles, le filet sur le quai, le bateau peint à la bombe, une longue exposition d'un bus s'éloignant dans le brouillard, Sheila sur le toit faisant un doigt d'honneur au ciel, et cette mouette que j'ai surprise en train de regarder dans le vide comme si elle avait des impôts impayés. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais 2 jours plus tard, un email est apparu. Félicitations. Votre travail a été sélectionné pour l'exposition. Soirée d'ouverture, dans 3 semaines. J'ai regardé l'écran comme s'il avait fait pousser des bois de serre. Sheila a crié. Les clients ont applaudi. Mon patron a demandé si cela signifiait que je démissionnais. Pour la première fois de ma vie, les gens ont remarqué quelque chose que j'avais fait, pas quelque chose que je portais, pas quelque chose que je réparais, pas la fête de quelqu'un d'autre. J'ai silencieusement nettoyé après la tempête. Sophie a de nouveau envoyé un message ce soir-là, a dit qu'elle avait vu l'annonce de la galerie sur Facebook, a dit que maman disait à tout le monde qu'elle avait toujours su que David avait une âme artistique. J'ai répondu simplement, dis-lui qu'elle n'est pas invitée. D'après ce que j'ai entendu, grâce au flot régulier de captures d'écran et de mise à jour, vous n'allez pas croire ça de Sophie, le voyage à Hawaï s'est transformé en quelque chose entre une implosion d'émissions de télé-réalité et une histoire d'horreur de babysitting Craigslist. Apparemment, toute la famille n'incluait pas une seule personne réellement qualifiée pour gérer 5 tout-petits, 2 adolescents grincheux et un oncle qui pense que la crème solaire est un complot gouvernemental. Ma cousine Tania est partie le 2e jour parce qu'un des enfants lui a jeté un crabe au visage. L'enfant chérie elle-même, ma sœur Jessica, aurait eu une crise totale lorsque ses sandales de créateur ont été éclaboussées par de l'eau de mer non filtrée. Elle s'est emportée et a essayé de réserver une suite de complexes hôteliers en solo. Papa a refusé, a dit qu'elle faisait en sorte que ce soit à propos d'elle. Je sais, n'est-ce pas? Mais voici la meilleure partie, ils ont appelé Sophie pour lui demander si elle voulait s'envoler pour aider. Elle a dit non. Apparemment, elle aussi en avait fini d'être utile. De retour sur le continent, je m'épanouissais dans ma phase fauchée mais bénie. J'ai repris plus de quarts de travail au café, mais il ne me semblait plus être un fardeau. Je faisais en douce des retouches de photos pendant les heures creuses, et Sheila me présentait fièrement aux clients comme notre génie réside, gobelin d'art maniant un appareil photo en route pour la galerie. Et j'ai commencé à remarquer quelque chose de nouveau. Les gens me voyaient. Les habitués du bar me faisaient signe quand je passais. Un docker que j'avais photographié m'a arrêté pour me dire « Eh, mec, tu m'as fait paraître cool sur cette photo. » Mon enfant l'a imprimé pour l'école. J'ai ri et je lui ai dit qu'il était déjà cool, je l'avais juste capturé. J'ai même commencé à assister à un cours de photographie locale le mercredi. Rien de formel, juste un groupe de bizarres artistiques partageant des conseils et se moquant des photos les uns des autres. Pour la première fois depuis toujours, j'avais une équipe, des gens qui ne connaissaient pas ou ne se souciaient pas de mes drames familiaux, qui m'aimaient juste pour moi. Et plus je m'investissais dans cette nouvelle vie, plus les fantômes cessaient de frapper. Sauf Sophie. Elle continuait de prendre de mes nouvelles, jamais insistante, toujours chaleureuse, m'envoyait des photos de son chien et de costumes d'Halloween ridicules, des mèmes sur les plus jeunes frères et sœurs étant du bétail de soutien émotionnel, des mises à jour sur la façon dont maman prétendait toujours que j'avais pris un congé sabbatique et que je finirais par revenir une fois que j'aurais réalisé ce que signifie la famille. Drôle, j'avais réalisé ce que signifie la famille, mais pas de la façon dont il le voulait. Un soir après la fermeture, j'ai marché seul sur la promenade. Le vent était froid mais propre. Je me suis assis sur un banc, j'ai sorti mon carnet de croquis où je notais des citations, des légendes, des titres de photos et j'ai écrit « La famille n'est pas ceux qui vous élèvent. Parfois, ce sont ceux qui vous aident à vous relever après vous avoir fait tomber. » Je n'avais pas réalisé que Sheila m'avait suivi jusqu'à ce qu'elle s'assoie à côté de moi avec 2 chocolats chauds et dise « C'est soit profond, soit déprimant. » Je ne me suis pas encore décidé. C'est les deux. Elle a acquiescé. Cool. Écris-le sur le mur de ta galerie. J'ai cligné des yeux. Attends,
Il nous laisse faire ça? Ouais. Tu n'as pas lu le dossier de l'artiste? Il y a un espace à côté de ton travail. Tu peux écrire une citation, ou une biographie, ou le monologue angoissé que tu veux. Je peux juste dessiner un majeur? Trop subtil. On est resté assis là un moment à siroter du chocolat chaud, à regarder l'océan fléchir ses muscles contre les rochers comme un adolescent essayant d'impressionner un rendez-vous. Puis elle a demandé, ta famille est au courant de l'exposition? En quelque sorte. Mon père pense probablement que je travaille dans un kiosque à vendre des protections d'écran. Tu veux qu'il vienne? J'y ai pensé. La réponse courte, pas question. Mais la réponse longue, je veux qu'il soit au courant, pas qu'il se présente, juste qu'il réalise qu'ils avaient tort. Merde, a-t-elle dit, en trinquant sa tasse à la mienne. C'est poétique. On devrait se faire des tatouages assortis. Commençons par des expositions de galeries assorties. On a ri. Et à ce moment-là, sous un ciel orange brûlé, à côté d'une fille qui comprenait la bizarrerie mieux que n'importe quel parent de sang ne l'ait jamais fait, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de rage, pas de rancune, la paix. Le café était lent ce matin-là. La pluie s'accrochait aux fenêtres comme des voisins curieux. J'étais au milieu d'une tentative d'art de la mousse, une triste tentative de faire une feuille qui ressemblait plus à un calmar qui se noyait, quand la cloche au-dessus de la porte a tinté. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite, pas avant d'avoir entendu cette voix. David? J'ai figé. Il était là. Papa, debout dans un sweat à capuche qui semblait ne pas avoir vu une machine à laver depuis l'administration Obama, les cheveux mouillés, un sourire nerveux, tenant un sac en plastique d'un dépanneur comme si c'était une offrande de paix. Salut, a-t-il dit, comme si c'était normal, comme s'il ne m'avait pas dit que je ne faisais pas partie de la famille et qu'il n'avait pas ensuite essayé de me recruter pour du travail d'enfant non rémunéré. Eh bien, ai-je dit, sans émotion, je ne savais pas que les fantômes pouvaient faire leurs courses. Il a ri maladroitement. Ça te dérange si on parle? Sheila a levé les yeux depuis l'arrière, a vu mon expression et a immédiatement commencé à essuyer un comptoir déjà propre avec assez de force pour faire disparaître les traumatismes. Elle est restée à portée de voix, loyale comme un pitbull et un eyeliner. J'ai fait un signe de tête vers une table d'appoint. Papa s'est assis comme quelqu'un qui s'installait dans un confessionnal. J'ai entendu parler de l'exposition, a-t-il dit. Vraiment, ai-je répondu. Est-ce que la vigne de maman a finalement réalisé que j'existais à nouveau? Je suis venu te dire que je suis fier de toi. Tu ne le es pas. Je le suis. Je sais que je ne l'ai pas assez dit, mais... Tu ne l'as pas du tout dit, ai-je interrompu. Tu penses que me dire que je ne fais pas partie de la famille et ensuite te présenter parce que je suis sur un dépliant fait que tout va bien? Il a soupiré. J'étais sous pression. La fête. La planification. Je me suis penché en avant. Arrête. Tu n'étais pas stressé. Tu étais suffisant. Tu voulais un spectacle. Tu voulais que tout le monde voie ta famille parfaite. Et je ne correspondais pas à l'image de Marc, alors tu as fait de moi la chute. Il s'est adossé, pour une fois sans voix. J'ai continué, plus doucement maintenant mais fermement. Tu ne peux pas te parachuter maintenant que les gens pensent que je vaux quelque chose. Tu ne peux pas faire comme si tu avais toujours cru en moi alors que tu ne croyais même pas que je méritais une place à la table. Je sais que j'ai merdé, a-t-il dit. Je ne veux juste pas te perdre pour toujours. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu l'as déjà fait. Tu ne l'as juste pas remarqué avant que les gens ne commencent à applaudir. Et puis je me suis levé. J'ai du travail. Il y a la porte. Utilise-la. Il a hésité, comme s'il pensait peut-être qu'il y aurait une étreinte ou une réconciliation dramatique. Il n'y en a pas eu. Alors qu'il partait, Sheila s'est approchée, a essuyé la table où il était assis. Tu veux que je jette de l'eau bénite ou juste de l'eau de Javel? Les deux. Ce soir-là, j'ai marché seul sur la jetée, l'appareil photo sur le dos, la pluie sur le visage. Et j'ai pris une photo de la fenêtre vide du café, un reflet de l'endroit où je me tenais en disant les choses que j'avais avalées pendant des décennies. Sophie m'a envoyé un SMS plus tard. Elle avait entendu dire qu'il s'était présenté. Elle a demandé si j'allais bien. J'ai écrit, oui, je lui ai enfin dit la vérité. Je n'ai pas eu l'impression de me venger. J'ai eu l'impression de me libérer. Elle a répondu, je suis fier de toi, David, d'être parti, de t'être choisi.
Puis elle a ajouté, je serai là à la galerie, si ça va. J'ai regardé le message pendant un moment, puis j'ai tapé, c'est plus que bien, c'est bon. La galerie était bondée, petit espace, au plafond, assez de mots à la mode prétentieux qui volaient dans l'air pour étouffer un étudiant en philosophie. Je me tenais près du fond avec Sheila, faisant semblant de ne pas transpirer à travers mon blazer de friperie. Tu as l'air sur le point de t'évanouir, a-t-elle chuchoté. J'y songe. Essaie de ne pas le faire près de la table de vin gratuit. C'est là que je suis garé ce soir. Le rire a aidé. Les lumières étaient chaudes. Ma section était près du mur du fond, 5 impressions soigneusement encadrées, ma citation imprimée en gras en dessous, parfois, la paix ne vient pas du fait d'être inclus. Elle vient du fait de s'éloigner. Les gens l'ont lu, ont fait une pause, puis ont regardé les photos, comme s'ils me voyaient, pas seulement ce que j'avais pris. Certains ont posé des questions. Une dame a offert d'acheter la photo du bateau, celle avec les mots « Tous ceux qui errent ne sont pas perdus au pain à la bombe sur le trot ». Je l'ai vendue pour $250. Première vraie vente. J'ai eu l'impression que quelqu'un me tendait une deuxième colonne vertébrale. Sophie s'est présentée à mi-chemin. Elle portait une veste verte dont je me souvenais de notre enfance, rapiécée maintenant, cool vintage. Son sourire était discret. « Je suis tellement fier de toi », a-t-elle dit. « Merci », ai-je réussi à dire, la gorge serrée. J'ai apporté quelque chose. Elle m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait un Polaroid, moi à 10 ans tenant ce premier appareil photo que j'ai jamais eu, celui que j'ai acheté avec son allocation économisée. Je l'ai gardé, a-t-elle dit, les yeux brillants, parce que même quand il t'ignorait, je savais que tu allais faire quelque chose de grand. Je l'ai serré dans mes bras. Vraiment serré dans mes bras. Pas de douleur, juste de la chaleur. Et maman et papa ne se sont pas présentés. Bien. Ils n'étaient pas invités. Pas à ça. Plus maintenant. Plus tard dans la nuit, une fois la foule éclaircie, j'ai marché seul vers la plage, l'appareil photo à la main, l'air épais de sel et de souvenirs. Les vagues s'écrasaient plus fort que d'habitude, fort, imprudent, indifférent. J'ai installé mon trépied, j'ai cadré l'horizon, j'ai cliqué sur le déclencheur juste au moment où une vague massive est entrée en collision avec les rochers et a explosé dans le ciel. Parfait. J'ai appelé la photo au Reclaiming Impact, parce que c'est ce que c'était. Ils ont essayé de me réduire à un assistant, un serviteur, une note de bas de page familiale. Mais j'ai réécrit l'histoire. Pas par dépit, mais parce que je n'avais pas d'autre choix que de devenir celui qu'ils refusaient de voir. Alors quand les gens demandent si je leur ai jamais pardonné, je dis ceci, les vagues ne s'excusent pas de s'écraser contre les falaises. Elles ne font que façonner la côte.